Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Nous vous avions présenté une retransmission en direct de Paris où le coup d'envoi du Forum sur la paix vient d'être envoyé par le président Emmanuel Macron et Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis. Il s'agit du Forum sur la paix justement pour minimiser les fractions et réduire les fractures mondiales avec un gros volet numérique. Ils ont parlé de paix, ils ont parlé de nécessité de s'entendre, de travailler ensemble, de minimiser les dégâts et les défis mondiaux, d'être attentifs au malheur des populations en détresse. Demain, un sommet sur la Libye doit se tenir, un sommet auquel prendra part le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, en réponse à l'invitation du président français Emmanuel Macron en guise de reconnaissance des efforts égyptiens déployés, notamment en ce qui concerne la question libyenne. D'après l'ambassadeur d'Égypte en France, Ala Youssef, l'existence d'une coordination complète et de consultation continue entre le président Abdel Fattah el-Sisi, son homologue français, Emmanuel Macron, une coordination qui date de très loin, était derrière cette sollicitation à la participation. Il faut dire que le forum demain va se baser sur des caractéristiques essentielles. Tout d'abord, il s'agit de s'assurer de la mise en exergue du calendrier des élections libyennes, les élections législatives et présidentielles. Il faut aussi parler et examiner le mécanisme de la mise en application de ces élections. Il faut aussi s'entendre sur les modalités de faire évacuer les mercenaires se trouvant sur le territoire libyen et toutes les forces étrangères. Il faut aussi travailler ensemble pour soutenir le processus politique en Libye et s'assurer du soutien de la communauté internationale à la question libyenne. Et ceci en plus de plusieurs concertations avec des dirigeants dans le monde. Nous allons jeter la lumière tout de suite sur l'appel téléphonique qui est survenu entre le chef de l'État et le président Macron concernant les préparatifs de la conférence internationale sur la Libye qui doit se tenir en Libye demain. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron sur les préparatifs en cours concernant la conférence internationale sur la Libye prévue demain à Paris. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassem Radi, a annoncé que le président français avait souligné qu'il tenait à se concerter avec le président el-Sisi sur la question libyenne à la lumière de l'appréciation des efforts personnels du président égyptien pour régler la crise libyenne et lesquels avaient renforcé la solution politique de cette question, confirmant le souci de la France de poursuivre une coopération et une coordination intensive avec l'Égypte sur ce dossier important. Pour sa part, le président el-Sisi a passé en revue la position ferme de l'Égypte sur la question libyenne et les efforts actuels de l'Égypte pour faire avancer tous les moyens de régler la question militairement, politiquement et économiquement dans divers forums internationaux et régionaux. Les deux présidents ont convenu de soutenir la piste politique existante afin de tenir les élections à la date prévue à la fin du mois prochain et la nécessité pour toutes les forces étrangères et les mercenaires de quitter le territoire libyen et de saper les interventions étrangères illégales qui contribuent à alimenter la crise. Le porte-parole officiel a ajouté que l'appel portait sur les moyens de renforcer les cadres de coopération bilatérale conjointe entre les deux pays amis dans de nombreux domaines, notamment économiques et militaires, en plus de l'activité des entreprises françaises dans le cadre de divers projets de développement, notamment en ce qui concerne la localisation de l'industrie en Égypte.
Ils ont également échangé des visions et des points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier les développements au Soudan, où ils ont convenu de l'importance de relever les défis actuels au Soudan d'une manière qui assure la stabilité et la sécurité du peuple soudanais et préserver la voie démocratique du processus politique en cours, et donc la nécessité pour tous les partis soudanais frères de donner la priorité à l'intérêt suprême du pays et au consensus national. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Essam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours politique. Dr Essam Abdel Fattah, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Dr Essam Abdel Fattah, aujourd'hui, le coup d'envoi a été lancé pour le Forum sur la paix à Paris. Et justement, un des objectifs, c'est de réduire les fractures mondiales. Qu'est-ce qu'on entend par réduction des fractures mondiales ? Vous savez très bien qu'il y aura des élections qui seront tenues au mois de décembre, législative et aussi exécutive, disons que présidentielle, législative le 24 décembre prochain, pour mettre fin définitivement donc aux conflits qui sont déclenchés en Libye. Et après certainement, disons, je dirais 10 ans depuis la guerre civile qui s'était déclenchée en Libye. Mais le problème actuellement, c'est que sur la scène libyenne, il y a beaucoup de forces opposées, c'est-à-dire que nous avons trois partis, la partie cyrénaïque et la partie aussi tripolitaine, il y a aussi la partie de Fezzan. Ça veut dire que, et à l'intérieur de chaque parti, il y a aussi d'autres factions. Par exemple, nous sommes confrontés il y a aussi des ethnies, même Touareg, Fezzan, je ne sais pas, frères musulmans. Et bon, on a passé 10 ans à réconcilier ces partis en conflit, mais c'était très difficile. On a rencontré beaucoup d'obstacles. Et puis enfin, on est arrivé à organiser, à mettre en place un gouvernement dit le gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement, bon, essaye de réconcilier toutes les parties, mais il y a quand même des oppositions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est un accord définitif, puisqu'il y a à l'intérieur des contestations internes. Or, certainement, la seule solution, c'est justement parce que c'est un gouvernement provisoire, on s'attendait à ce qu'il y ait toujours des législatives et des présidentielles pour mettre fin définitivement à ce conflit, étant donné qu'il y a une convoitise aussi exogène, ça veut dire convoitise d'autres partis extérieurs, comme par exemple la Turquie et aussi d'autres pays. On a les États-Unis, la France et l'Europe et la Turquie. Enfin, c'est une problématique très compliquée. Bon, tout le monde compte actuellement sur la tenue des élections législatives et présidentielles au mois de décembre. Or, certainement, il faut quand même aménager le terrain. Il faut des préparatifs afin de garantir la tenue de ces législatives. Parce que vous savez que l'étincelle est susceptible de se déclencher. Alors, dans ce cas, je pense que Macron, ici, a décidé de tenir cette conférence très importante, à mon avis, c'est-à-dire demain. Et c'est pour ça les partis concernés, les partis principales, parce que vous savez qu'on a besoin vraiment de l'intervention des puissances internationales pour garantir ou pour maintenir le processus de paix et afin que ce processus débouche sur les élections. Alors, moi, tout le monde attache une grande importance, et puis surtout le ministre de la Défense français lui-même, parce que lui, il a déclaré maintes fois. Il a dit, dans cette perspective, pour permettre de tourner la page de la crise libyenne après une décennie d'instabilité, voilà, on compte sur l'engagement des parties belligérantes. Parce que, actuellement, on souhaite le départ aussi définitif de qui? Des mercenaires. C'est-à-dire les miliciens. On a aussi des Syriens, il y en a qui, par exemple, qui sont soutenus par la Turquie. Et bon, pour expliquer pourquoi, parce qu'il y a bien sûr des convoitises. Vous savez très bien que la terre libyenne
La terre libyenne, en fait, renferme à peu près 48 milliards de tonnes de pétrole, de barils de pétrole. Et puis après, dans cette partie aussi de la Libye, la partie orientale de la Méditerranée, il y a aussi 50 milliards de gisements gaziers. Vous voyez, comme ça, ça veut dire qu'il y a des puissances même extérieures opposées. Tout le monde convoite la Libye. Alors, c'est-à-dire que la Libye, on a vraiment un grand intérêt à ce que la Libye se dresse debout pour justement pour s'engager dans ce processus légitime, processus des élections. Il y a un président, il y a un parlement, parce que nous vivons maintenant dans une, disons, c'est-à-dire dans une séquence provisoire. C'est-à-dire, quand je dis séquence provisoire, ça veut dire que la possibilité que toutes les forces opposées, ou bien disons, un différend, un conflit se déclenche encore une fois, et comme ça, c'est-à-dire l'espoir va s'évaporer. L'espoir de quoi? D'un gouvernement stable. Et jusqu'à maintenant, vous savez que tout le monde, les observateurs, disent que l'espoir est fragile. Pourquoi? Parce qu'on a vu au cours de cette décennie de multiples conflits entre les Libyens eux-mêmes. Et c'est-à-dire que... Raison pour laquelle ils tiennent à instaurer un cessez-le-feu. Docteur Aissam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que c'est effectivement, comme l'a mentionné Dr Aissam Abdel Fattah, c'est le compte à rebours pour les élections libyennes, les élections présidentielles et les élections législatives. Question de mettre en exergue ce processus et de s'assurer de la modalité et du mécanisme de la mise en application de ce processus. Il y a des défis qui s'opposent à ce processus. Il y a des éléments nécessaires, des éléments auxiliaires pour la mise en place de ce processus. De toutes les manières, nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. Le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle en Libye sera ouvert du 8 au 22 novembre et celui aux élections parlementaires du 8 au 7 novembre, a annoncé dimanche le directeur de la HNEC, Ahmed Seyh. C'est le véritable début du processus électoral. Les candidatures pour la présidentielle seront acceptées exclusivement dans les bureaux de la commission à Tripoli, dans l'ouest, Benghazi, dans l'est, et Sebha dans le sud, alors que celles pour les législatives pourront être déposées dans tous les bureaux de la HNEC, a ajouté Ahmed Seyh. Pour ce double scrutin, plus de 2,83 millions de Libyens sur environ 7 millions d'habitants se sont inscrits sur la plateforme en ligne de la HNEC. La distribution des cartes d'électeurs se fera dans les bureaux de vote jusqu'à fin novembre. La Libye s'est enlisée dans le chaos après le soulèvement de 2011 qui chassa du pouvoir le président Muammar Kadhafi. Le pays tente de clore ce chapitre mouvementé à la faveur d'un processus politique initié en novembre 2020 sous l'égide de l'ONU. Pour la communauté internationale, la tenue des élections est essentielle pour pacifier le pays qui compte les réserves pétrolières les plus abondantes d'Afrique. Ahmed Seyh a promis que la HNEC ferait tout pour que ces élections soient libres et honnêtes. Saif el-Islam Kadhafi, fils de l'ancien président libyen, a laissé entendre qu'il pourrait se présenter au même titre que le maréchal Khalifa Haftar. Interrogé sur la conformité de ces candidatures et de celle de l'ancien Premier ministre Abdelhamid Dbeiba, Ahmed Seyh a affirmé que tous ceux qui remplissent les conditions requises par la loi peuvent se présenter pour devenir le premier président libyen élu au suffrage universel. 5 personnalités ont déjà préannoncé leur candidature. L'ancien influent ministre de l'Intérieur, Fathi Bashaga, le diplomate et fondateur du parti Ihya Libya Arif El-Naïd, l'ex-ambassadeur de Libye à l'ONU, Ibrahim El-Dabashi, l'ancien ministre de l'Industrie sous Kadhafi et membre du parti Projet National, Fathi Ben Chatouane, et à la surprise générale, le célèbre comique libyen Hatem El-Kour.
L'Égypte et la France ont une coordination très étroite dans tous les domaines, y compris l'enseignement et l'éducation. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Dora Slimane, qui est professeur de linguistique. Dr Dora Slimane, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame, bonsoir. L'Égypte et la France ont une coopération très étroite, notamment dans le domaine de la culture et l'enseignement. On aimerait jeter la lumière sur ces modalités, sur cette coopération. Ce que vous avez dit très vrai. La coopération entre l'Égypte et la France remonte à des années très très loin. Ces modalités se sont reconcrétisées ces derniers temps avec la refondation, par exemple, de l'Université française d'Égypte en 2019, sous l'égide, sous la tutelle des deux présidents, Abdel Fattah el-Sisi et Emmanuel Macron. Donc, c'est une coopération qui va en avance et très rapidement, tout en prenant en considération le côté africain aussi et le volet africain. Et l'université, ou bien de la coopération de l'enseignement, elle intègre des étudiants francophones et anglophones pour les amener quand même, pour les accompagner pendant leurs années d'études à terminer, ou bien à obtenir plutôt des diplômes français, par exemple, sous le territoire égyptien, tout en prenant en considération cet environnement arabophone et surtout égyptien, par exemple. Oui. C'est vrai que pendant la période de la pandémie, il y a eu quand même un lockdown, il y a eu le travail à distance Oui. et tout a été remis à plus tard. Dans quelle mesure les choses sont maintenant sur les rails? Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a une reprise de ce genre d'échange? Oui, bien sûr, tout à fait. Tout a été repris. Et je ne dirais pas repris parce que rien n'a été arrêté, même pendant la période de la pandémie. Tous les efforts égypto-français se sont maintenus quand même tout au long de cette période pour mettre en place cette stratégie conçue par les deux présidents à accompagner l'université, par exemple, française d'Égypte, à mener sa mission. La pandémie n'a rien à empêcher. Merci quand même aux efforts de l'Égypte, du gouvernement égyptien à fournir les vaccins, par exemple, pour tous les étudiants égyptiens, y compris nos étudiants. Mais les efforts ne se sont jamais arrêtés, entre les deux pays surtout, les deux présidents. Docteur Dora Slimane, vous êtes professeur de linguistique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Reprenant la question libyenne, étant donné que ceci serait l'axe primordial de la rencontre de demain ou du Forum de Paris, le Forum international de Paris sur la question libyenne, et c'est toujours dans le cadre de nos efforts conjoints avec la France. Il faut dire que le Premier ministre Mostafa Madbouli et le chef du gouvernement d'Union nationale libyen Abdelhamid Beba ont assisté à la signature d'un nombre d'accords et de mémorandums de coopération conjointe couvrant divers domaines. Les procès-verbaux des réunions de la 11e session du Haut Comité égypto-libyen ont été signés par M. Madbouli et Beba. Je vous rappelle que le Forum international sur la Libye va porter sur les questions essentielles, notamment la reconstruction de la Libye, instaurer la paix et la stabilité en Libye, solliciter toutes les forces étrangères, voire même les obliger à quitter, y compris les mercenaires, solliciter la communauté internationale pour appuyer le processus politique en Libye, instaurer le cessez-le-feu, s'assurer de la modalité de la mise en exergue des élections législatives et des élections présidentielles en Libye. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'Égypte et la Libye ont signé plus de 14 accords économiques et protocoles d'accord d'une valeur initiale dépassant les milliards de dollars.
La signature de ces accords intervient en marge de la visite du Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeiba au Caire à la tête d'une importante délégation pour participer aux réunions du Conseil conjoint égypto-libyen. Dans un contexte connexe, le Premier ministre Mustafa Madbouli a confirmé que le comité égypto-libyen s'est réuni au Caire après 12 ans d'interruption, soulignant le plein soutien de l'Égypte à toutes les mesures de développement auxquelles aspire le peuple libyen et la participation de l'État égyptien à toutes les institutions pour mettre en œuvre tous les projets qui répondent aux aspirations du peuple libyen. Un mémorandum d'entente dans les domaines de l'administration et de la fonction publique a été signé du côté libyen par Saleh El-Shir, chef de l'agence centrale pour l'organisation et l'administration, et du côté libyen par le ministre du service civique Abdel Fattah Saleh Mohamed El-Kawja. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gema, a signé avec le ministre libyen de l'Économie et du Commerce, Mohamed El Hawja, un protocole de coopération portant création du comité mixte du commerce. Elle a aussi signé avec le ministre libyen de l'Industrie et des Minéraux, Ahmed Ali Mohamed, un projet de mémorandum d'entente pour la coopération industrielle entre l'Autorité générale pour le développement industriel et le ministère libyen de l'Industrie et des Minéraux. D'autres mémorandums d'entente entre les ministres des deux parties ont été conclus pour couvrir les domaines de coopération en matière d'agriculture, de solidarité sociale, d'aviation civile, de transport maritime, de logement, de sport, de pétrole et de gaz. Avant de clôturer notre rencontre, je vous rappelle qu'il y a quelques instants, le Forum de Paris sur la paix a été lancé. Le coup d'envoi a été lancé par le président français Emmanuel Macron et la vice-présidente américaine Kamala Harris. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.